Nous allons donc passer une séquence sur le programme CQFED pour l'égalité. Merci. Donc vous remarquerez que je parle avec un fort accent étranger, c'est pour cette raison-là et pour des raisons aussi d'inclusion qu'on fait un petit clin d'œil sur la Ligue des droits de l'homme, association ouverte. L'intervention va être signée par Caroline, en langue des signes, voilà, les LDH c'est accueillant. Caroline qui viendra aussi s'asseoir avec nous puisqu'elle va aussi intervenir sur ce moment-là de présentation. Donc le programme CQFED, c'est un registre d'action un petit peu nouveau, on va dire, parce que j'ai dit un petit peu, c'est parce qu'il y a eu des formes qui sont des formes déjà existantes, mais qui a été modélisé ces derniers mois de la Ligue des droits de l'homme, qui peut être indicatrice aussi d'une évolution de la manière dont nous développons nos actions en tant qu'association de défense et de promotion des droits. Là, très rapidement, on va avoir alors, d'accord, on va s'appuyer sur un PowerPoint. Il va y avoir une première présentation générale que je vais réaliser avec un bout historique. Puis Marina Jante, qui est à ma droite, qui est chef de projet dédié sur ce programme-là et qui pilote tout le dispositif à l'échelle nationale de l'association, fera une présentation de la méthodologie de la démarche de travail. Avec ça une particularité, c'est que là on a un chef de projet en plus qui est dédié et qui est en région, ce qui est une nouveauté pour la Ligue des droits de l'homme. Elle est positionnée professionnellement à Toulouse. Et oui, et depuis cet endroit-là, elle accompagne le dispositif qui est le dispositif national. Voilà. Et ensuite, on abordera plusieurs aspects des expériences réalisées, vous allez voir, et des éléments de ce que les gens en disent. Donc il y aura des gens qui interviendront à la tribune, il y a aussi des gens qui interviendront dans la salle, qui sont des ligueuses et des ligueurs qui sont engagés ou qui vont s'engager dans ce projet-là, histoire de montrer, on a essayé de faire un travail. C'est pas CQFED le plus blanc, c'est pour vous donner une idée où on en est aujourd'hui, à la fois pour que vous mesuriez ce que ça en est en tant que membre de la Ligue des droits de l'homme, mais peut-être aussi pour vous donner des idées sur une manière de s'y investir. Voilà. Donc l'historique du projet. Alors théoriquement, si ça marche bien, il doit y avoir le PowerPoint qui va se mettre en place, ça y est, voilà. C'est un projet de lutte contre les discriminations dans les quartiers populaires. Pour le dire très vite comme ça, on verra que c'est peut-être un peu plus. C'est porté par la LDH et c'était lancé en 2017. Ça part de deux constats. Un constat qui concerne ce qu'on appelle les quartiers. Comme si les quartiers riches n'étaient pas des quartiers. On va appeler ça les quartiers populaires. C'est que dans les quartiers populaires, le constat que nous avons pu faire à diverses occasions, c'est que à la fois ces quartiers sont particulièrement touchés par des processus de discrimination, voire de racisme, de discrimination sous toutes ses formes, et en même temps qu'ils sont touchés par ça, les habitants de ces quartiers sont des gens aujourd'hui qui sont le plus impactés par ça, sont peut-être les gens qui sont d'une certaine manière les plus résignés par rapport à cette situation-là, tant les politiques publiques n'ont essentiellement consisté qu'à mettre à disposition des guichets voilà, qui ferait que les gens viendraient, quand ils sont victimes de discrimination, rencontrer des gens qui pourraient les prendre en compte. Le constat, c'est que les gens n'y vont pas, parce qu'ils considèrent que la discrimination fait partie du quotidien, de la réalité d'un quartier, et que donc c'est même pas la peine de se mobiliser par rapport à ça. Voilà, ça c'est un premier constat. La deuxième constat, il est à notre niveau, c'est que nous sommes une association qui est très mobilisé sur la question de la discrimination, de la citoyenneté, des racismes divers et variés, et qui pour autant est très éloigné de la réalité des quartiers populaires. À la fois, nous sommes peu représentatifs de ces quartiers-là, regardons-nous, voilà, faisons-le tranquillement. La plupart des associations fortement instituées dans notre pays sont des associations que nos amis anglo-saxons diraient WASP. Regardons-nous, nous avons ici dans notre espace
très peu de gens qui sont des gens qui vivent dans les quartiers populaires. Il n'y a pas de honte à avoir de ce point de vue-là, mais c'est une réalité et c'est problématique. Et c'est problématique alors que nous sommes porteurs de choses qui sont certainement extrêmement importantes pour ces territoires-là et ces gens-là. Nous sommes effectivement très éloignés d'eux. Donc, on s'est dit qu'on allait développer des actions en s'appuyant, en venant accompagner la réalité des opérateurs qui sont les associations, ce qu'on appelle les associations de quartier, assez différentes de ce qui a été évoqué tout à l'heure ce matin, des associations prestataires de services, ça vous en avez plein les quartiers, des gens qui gagnent de l'argent pour développer des politiques publiques et qui, à partir de là, rendent des comptes. On a ciblé des gens qui sont représentatifs d'associations de quartier et qui sont pas du tout prestataires de services et qui sont dans un registre qui est un registre militant de défense des droits. Donc, et l'idée, c'est d'être dans une logique, ce que nos amis anglo-saxons appellent d'empowerment, de capacitation, disent les Canadiens. C'est-à-dire, on ne va pas faire à la place d'eux, mais on va créer les conditions de manière à ce que les gens puissent se mobiliser. Donc voilà, ça c'est la logique qui est la logique de... On apporte un appui technique, une expertise et une légitimité politique. C'est y compris des choses qu'on a pu vérifier quelques temps après auprès des gens qui ont travaillé en termes d'évaluation. Pour les gens des quartiers populaires et pour leurs associations notamment, la Ligue des droits de l'homme, ça représente quelque chose, d'à la fois très, très loin et très fort légitimement, en termes de légitimité et d'envie de s'inscrire dans quelque chose d'un peu plus général que leur réalité. Voilà. La mise en place opérationnelle, concrètement, ça a été, ça a démarré en 2017. Nous avons soumis à la fondation Open Society un projet qui s'est mis en place à partir de 2017. On a négocié, on va dire, un projet de ce type-là, dans ce sens-là. Alors je ne reviens pas sur la Open Society, c'est beaucoup, ce sont une série de fondations qui travaillent sur la question, beaucoup de discrimination et de citoyenneté et d'inégalité. Et ils ont été intéressés par cette logique-là, à la fois d'articulation avec des problématiques populaires dans les quartiers et d'une association qui n'est pas très identifiée comme pouvant remplir s'engager dans ce genre de choses. Donc il s'est agi d'aller identifier, ça a été une première partie de ce travail-là, des acteurs locaux dans les quartiers populaires, définis tel que j'ai pu le définir précédemment, autrement dit des vraies associations pour le dire, représentées. Alors, les mamans du Petit Bar à Montpellier, c'est une association de femmes qui en ont marre que leurs enfants soient uniquement entre bronzés, noirs dans les écoles, et elles disent maintenant ça suffit. Et elles ont mis le feu à l'inspection académique, elles ont mis le feu métaphoriquement à l'inspection académique. Et ces femmes-là se sont battues, vous avez peut-être vu ça à la télé ou des choses comme ça. À Toulouse, dans le quartier des Isards, c'est des mères de famille, alors il y a beaucoup de femmes, c'est intéressant à voir, qui en ont marre d'avoir peur pour leurs gamins, nous en sommes au 6e assassinat au quartier des Isards à Toulouse, lié à des questions de toxicomanie, si vous avez vu dernièrement les journaux, voilà. C'est des associations comme ça qui s'engagent sur des réalités qui sont très très fortes en termes de discrimination et en termes de logique de citoyenneté. On a identifié en partenariat avec le Tactique Collectif, qui est une grosse association culturelle qui est très, très présente dans les quartiers depuis longtemps, qui est porteuse du groupe Zebda, certainement, de l'expérience motivée, tout ça. Ce sont des gens qui ont un très bon réseau national autour de ces questions-là, et du CCIF qui développe une très forte compétence technique sur les aspects juridiques concernant les discriminations. On a fait un premier temps d'identification à la fois d'associations partenaires, de quartiers, d'acteurs, et aussi d'endroits dans lesquels la Ligue des droits de l'homme avait des militantes et des militants dans des associations susceptibles de se lancer dans l'aventure. Dans cette aventure-là, de projets à mener ensemble, voilà. Et donc on est arrivé, on a identifié 5 sites, Caen, La Courneuve, Créteil, Montpellier, Toulouse, qui ont été rapidement rejoints par le 18e à Paris et Saint-Fons dans la région lyonnaise. Voilà. À partir de là, on a mis en place toute une série d'actions, un programme d'action, à partir le CQFED, c'est à la fois des outils d'intervention
Alors, l'idée, c'est d'avoir des outils de mobilisation collective qui sont à la fois centralisés à l'échelle du réseau, c'est-à-dire qu'on a les mêmes outils, mais qu'on va décliner de manière spécifique, on fait du sur-mesure chaque fois, avec la réalité qui est la réalité locale. Et c'est à la fois ces outils, c'est le fonctionnement d'un réseau à l'horizontale qui va faire que les choses-là se mettent en synergie. Et donc très vite, à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on identifie ce réseau-là autour et à côté de la Ligue des droits de l'homme. Donc on a créé, à un moment donné, on a créé donc action d'un côté et existence d'un réseau qu'on appelait citoyenneté, quartier, fraternité, droit, CQFD. Il fallait trouver un petit clin d'œil pour l'égalité. Pour nous, ce qui était important, c'était de ne pas être que sur de la discrimination, mais aussi d'être sur de la citoyenneté. Il ne s'agit pas de venir encore une fois, venir lutter contre la discrimination en venant en appui aux gens, mais encore une fois, créer les conditions pour que les acteurs collectivement se mobilisent sur ces questions-là. Et on a fait fonctionner, on y reviendra, on a fait fonctionner des moments de formation territorialisés, dans lequel étaient engagés ces associations-là, leurs partenaires, où on a fait de la formation sur les discriminations, et aussi des moments de rencontre avec les gens sur le terrain pour essayer de voir, au-delà de ce qu'on travaille avec eux, sur des principes généraux concernant les discriminations, dans ce quartier, dans votre quartier, là où votre association est avec vos partenaires, quelles sont les priorités et comment peut-on les décliner auprès des habitants. Comment peut-on accompagner les habitants, les mobiliser autour de questions qui sont des questions qui, à cet endroit-là, les frappent particulièrement. Parce que c'est pas pareil la Goutte d'Or, c'est pas pareil les Isards, c'est pas pareil le Petit Bar. C'est à la fois des choses qui sont complètement transversales, mais ça prend chaque fois un aspect qui est un aspect particulier qui est lié à l'histoire du coin ou des choses comme ça. Voilà. Et on a fait fonctionner ça. Jusqu'en 2018, jusqu'à la fin du programme, qui est le programme qui était financé par Open Society, on avait décidé aussi en tant que de Ligue des droits de l'homme d'avoir un chef de projet affecté à cette affaire-là, et d'avoir un fonctionnement qui est un fonctionnement réseau. En gros, se retrouver à Paris entre différents acteurs pour coordonner les choses. Marina reviendra sur les outils. Voilà. Et on a fait fonctionner pendant un an. Au bout d'un an, on a tiré un bilan assez conséquent. De toute façon, Open Society nous demandait de faire un bilan, puis ça nous intéressait et de voir comment ça se relançait. Et ils avaient annoncé, ils avaient dit au bout de tant de mois, on ne financera plus. Donc, en gros, donc ça a été l'objet d'un travail qui est un travail de recherche de financement à la suite du financement initial. Et on a réussi à trouver un financement aujourd'hui auprès de la DILCRA. Et on travaille aujourd'hui encore à cette logique de recherche de financement pour développer l'action, sachant que, soyons clairs là de ce point de vue-là aussi, nous ne sommes pas prestataires de services. C'est-à-dire qu'on y va dans le sens de ce qu'on veut faire. Et c'est assez clair auprès de la DILCRA, on n'est pas là pour faire les petites mains de la DILCRA. La DILCRA est intéressée par ce qu'on fait. Et donc on va développer à partir aussi de nos hypothèses de travail. En gros, qu'est-ce qu'on peut en dire avant de rentrer peut-être un peu plus dans le détail après cette première étape en 2018? C'est que ça n'a pas été de tout repos cette affaire-là. Il y a un peu partout en France, que ça nous a bousculé en tant qu'association. D'autant que les sections qui étaient partantes pour faire ces choses-là l'ont fait de manière très, très engagée, soit parce qu'elles le faisaient de manière un peu empirique jusque-là, soit parce qu'elles sont en proximité de réalité et ça correspond à des avis d'engagement. Mais c'est compliqué. C'est compliqué de travailler avec des associations de quartier parce que c'est pas la même culture associative, c'est pas les mêmes rythmes. C'est compliqué la posture à avoir. Il ne s'agit pas de refaire, de la défense des gens et de la lutte contre les discriminations de manière quasi néocoloniale et surplombante. Il s'agit en tant que Ligue des droits de l'homme de trouver la bonne attitude avec des associations sans être dans le surplomb, ni être dans la suite derrière, et donc de faire évoluer aussi notre manière de fonctionner en tant que Ligue des droits de l'homme, comment on s'adresse aux gens, comment on travaille, avec des loupés. Pour les gens qui connaissent un peu les quartiers populaires, c'est compliqué, il y a de la concurrence entre associations, les choses sont violentes,
60, c'est jamais sûr. Quand on a un rendez-vous avec quelqu'un, 3 fois il faut le 1. Voilà, et en même temps, donc cette idée de... Voilà, on a beaucoup expérimenté, ça a été compliqué, et en même temps, de manière quasi unanime à l'interne entre les différents acteurs, ça a été de dire, il faut quand même continuer. Il faut quand même continuer parce qu'il y a un enjeu très fort. Ce qu'on fait avec ces gens-là a du sens, à la fois pour nous en termes d'association de défense des droits, de lutte contre les atteintes aux droits, et aussi en termes de citoyenneté, c'est-à-dire de dynamique qu'on peut contribuer à créer de manière effectivement à ce que les gens, entre guillemets, pour le dire comme ça, se prennent en main. Voilà. Et dernier point, et on reviendra, mais ce sera peut-être un petit bout de débat s'il nous reste encore un petit peu de temps, parce que j'étais encore une fois trop long, c'est une sacrée question concernant l'enjeu de la Ligue des droits de l'homme en tant qu'association, voire en tant que, comment dire, évolution. J'ai envie de dire comment ça peut à des moments donnés nous ressourcer en tant qu'association un peu posée comme ça et nous obliger à déborder de dynamique et d'accueillir des gens avec nous, pas forcément des adhérents, des militants de la Ligue des droits de l'homme, mais des gens individuellement et collectivement qui font un bout de chemin dans la durée avec ce qu'on fait. Voilà. Le projet s'est initialement développé dans 7 quartiers prioritaires de la ville. À savoir Caen, dans le quartier du Chemin Vert, à La Courneuve, à Créteil, à Montpellier, dans le quartier du Petit Bar, à Paris, dans le 18e et dans le quartier de la Goutte d'Or, à Toulouse, dans le quartier des Isards, et à Saint-Fons, du coup, à côté de Lyon. Depuis le début de l'année, il est en voie de déploiement dans 2 nouveaux quartiers à Toulouse, à savoir Ampalo et le Grand Mirail, ainsi qu'à Dax et à Mont-de-Marsan. Et on est en contact avec plusieurs sections qui réfléchissent à mettre en place des actions dans ce cadre, à savoir Nice, Saint-Étienne, Marseille ou encore Metz. Sur le réseau à proprement parler, donc en fait en parallèle des actions qui ont été menées sur le terrain, les associations et les sections locales de la Ligue se sont structurées en réseau. Ce réseau, donc, comme le disait Jeff, a pris le nom de CQFD pour l'égalité. CQFD étant l'acronyme de Citoyenneté, Quartier, Fraternité, Droit. Il s'est doté d'un logo qui normalement est voilà, là sur le PowerPoint. Le réseau représente un lieu de coopération et de construction collective. Il favorise la mise en œuvre du projet sur les territoires grâce à un renforcement et un transfert des compétences, à la mutualisation des expériences et des outils et à l'échange d'informations et d'analyses. Afin de mieux définir les objectifs communs et les modalités d'action, le projet et le réseau se sont dotés récemment d'une charte non contraignante d'adhésion et de participation. L'objectif, c'est à la fois de servir de cadre de référence pour les membres du réseau quand ils mettent en place des actions, mais aussi de mieux faire connaître le réseau à la fois au niveau local et au niveau national. Toujours dans un esprit de dynamiser le travail en commun, il y a plusieurs réunions qui réunissent l'ensemble des membres du réseau, alors soit à Paris, soit en région. Des outils de communication interne ont également été mis en place. Alors tout d'abord un site internet qui est actuellement en refonte. Des newsletters mensuels sont aussi envoyés aux membres du réseau. Ça permet d'informer les membres des différentes activités qui ont lieu sur le territoire, mais aussi de fournir des informations un petit peu plus générales, comme de la veille juridique ou des appels à subventions ou à projets. Toujours dans le cadre du projet, des outils spécifiques ont été développés qui sont à la disposition des associations. Alors, le premier outil, c'est un guide de formation qui a été réalisé durant la première année du projet. Il aborde 6 thèmes, à savoir les rapports avec les forces de l'ordre et la population, les discriminations et notamment celles liées au logement et au travail, la laïcité, le genre et la participation citoyenne. Et sur le même modèle, des fiches synthétiques ont aussi été réalisées sur les mêmes thématiques que le guide, mais elles étaient davantage destinées aux habitants. Concernant les activités mises en œuvre dans le cadre du projet, alors tout d'abord, il y a eu des journées de formation qui ont été organisées sur chaque site impliqué. Ces formations étaient destinées dans un premier temps aux intervenants locaux,
donc des formations de formateurs, mais aussi aux habitants des quartiers. Alors, ces formations étaient animées du coup par une équipe de la Ligue, se baser sur le guide dont je vous parlais. Donc du coup, en s'appuyant sur le cadre juridique tout en permettant l'expression et l'identification des difficultés, ces journées ont permis d'ouvrir des débats au niveau local, remis en cause certaines perceptions et donné de nouvelles perspectives d'action. En plus de ces journées de formation, chaque association de quartier et les sections locales de la LDH impliquées ont développé des séquences d'intervention qui étaient dans la continuité de leurs actions et à partir de thématiques propres à leur ancrage territorial. On a sélectionné quelques exemples. Donc le premier exemple a eu lieu à Saint-Fons, ça va apparaître, qui a été mené par l'association Interactive Média, qui est un média participatif et citoyen de quartier. Donc ils ont consacré une web émission qu'ils animent qui s'appelle Le Jeudi ça se dit, donc à la lutte contre les discriminations dans les quartiers. Il y avait 3 intervenants invités ce jour-là, donc une conseillère aux défenseurs des droits, l'élu au 1er arrondissement de Lyon et Patrick Canin qui est donc membre du bureau national de la LDH. Et en plus, il y avait une vingtaine de militants et d'habitants du quartier qui ont pu du coup s'entretenir avec les intervenants et livrer leurs propres expériences. Le second exemple qu'on a sélectionné a eu lieu dans le 18e arrondissement de Paris. Je vais en dire 2-3 mots, mais si Olivier pourra peut-être compléter s'il le souhaite. Il a été mené en novembre 2018, donc en collaboration avec l'association SOS Casamance et la section du 18e. C'était un forum sur la cogestion de l'espace public dans le quartier de la Goutte d'Or, qui a pu regrouper autour de la table des représentants de la mairie et des forces de l'ordre, mais aussi des acteurs associatifs et des habitants du quartier. Et durant ce forum, il a énormément été question des relations entre les forces de l'ordre et de la population. Le troisième exemple qu'on a sélectionné a eu lieu à Toulouse. Donc, comme Jeff vous le disait, la section travaille avec une association de quartier qui s'appelle Isar Attitude. Le 18 décembre 2018, à l'occasion des 70 ans de la DUDH, Isar Attitude et la section de Toulouse ont donc organisé une réunion débat sur un thème, à savoir quelle réalité des droits dans les quartiers populaires. Le débat a été précédé par la diffusion d'un documentaire audio qui s'intitule « Paroles de femmes de quartier », qui a donc été réalisé par l'association Isar Attitude et qui est un recueil de témoignages d'habitants du quartier qui se livrent sur leur quotidien, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Voilà. Et enfin, le dernier exemple a eu lieu il y a quelques semaines à Créteil. Il a été mené par la section Créteil Maison Alfort et la Cabane des associations. Alors la Cabane des associations, c'est un collectif qui regroupe plusieurs associations à Créteil et dont l'objectif est donc de mutualiser les savoir-faire. Ils ont donc organisé un débat sur l'accès au logement pour tous. Pour lancer le débat, la Cabane des associations et des personnes en situation de mal-logement ou sans domicile fixe ont réalisé un théâtre-forum sur ces thématiques. Il y a aussi eu des intervenants associatifs qui ont partagé leur expérience de terrain et des personnes en vulnérabilité de logement qui ont pu témoigner de leur quotidien. Et enfin, les participants ont été amenés à réfléchir à des pistes d'action communes pour renforcer l'accès au logement digne pour tous et à la défense des droits. Je rends la parole. Voilà, donc Caroline, je pense que voilà, tu vas prendre la parole. Tu vas pas signer là maintenant, voilà. On a, pour vous, quand on a préparé ce moment-là, un peu de mise en visibilité du travail qu'on a fait en direction du Congrès, on a, ce qu'on fait là maintenant, on s'est dit, il faut qu'on interroge les acteurs, soit ceux qui ont fait, soit ceux qui font, soit ceux qui veulent faire, de façon à donner un peu à permettre aux gens de comprendre au-delà d'une espèce de compte rendu comme ça, bon, soit anecdotique, soit très général comme j'ai pu le faire, mais en gros, quelle est la réalité de ce genre d'expérience aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc on a posé une série de questions
à partir de mots-clés ou d'idées clés. En gros, quand on pose une question, par exemple, première question, ce serait intéressant d'avoir le slide, là, pourquoi s'être relancé dans le projet CQFD? Voilà. Donc on a posé ces questions-là, et quand les gens, par rapport à ce qui a été dit, on a identifié des idées clés. Qu'est-ce qui venait quand on posait cette question-là aux gens, aux sections qui s'étaient lancées dans l'expérience un petit peu. Voilà. Donc vous avez ces mots clés qui sont là, qui s'affichent. Donc ça peut vous donner ordre d'idée. Et puis on s'est dit, au-delà des mots clés qui sont un petit peu schématiques, on va interroger des témoins qui peuvent répondre à ça. Donc on a demandé à la section de Toulouse, à sa présidente Caroline Mourgue, qui maintenant intervient en tant que présidente de la section, ce qu'elle peut dire elle, en tant que présidente d'une section, qui s'est lancée dans l'affaire. Pourquoi elle s'est lancée là-dedans, quoi. Oui, donc pour répondre à cette question, je suis revenue un petit peu sur l'historique de la section. Et il est vrai que notre constat, c'était que les quartiers, la Ligue des droits de l'homme n'y est pas. Et pour nous, pour notre section, c'est pas faute d'avoir essayé, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on essaie et qu'on se dit qu'on doit être présent dans les quartiers populaires, mais nous n'y sommes pas arrivés. Ce que l'on faisait antérieurement, avant le projet CQFD, et ce qu'on fait toujours un petit peu, on continue quand même, c'est qu'on était présent effectivement sur des événements culturels, parce qu'on était invité par les associations de quartier, mais qui nous invitaient, donc on tenait un stand, on pouvait présenter la Ligue des droits de l'homme, nos différentes actions, ou alors on était invité dans les quartiers sur des réunions publiques, mais avec une thématique posée. Donc dans un cadre bien donné, où on venait effectivement donner notre parole par rapport à cette thématique. Au niveau de la section, on a eu quand même une action un peu plus approfondie, en dehors de d'être présent sur des événements festifs. En 2012, on a fait partie d'un collectif qui s'est nommé La Claque, qui était une coordination locale d'action citoyenne des quartiers. Alors cette coordination, en fait, elle regroupait les habitants des quartiers, elle regroupait différentes associations, à la fois de quartiers, mais aussi extérieures, d'où notre présence. Cette coordination, elle avait pour objectif de créer un espace de parole public, social et culturel à partir d'une mobilisation citoyenne. Et l'objectif était d'obtenir une parole directe et de pouvoir mettre en place un rapport de force. Alors le projet était fort intéressant, on y a participé, je pense, pendant 1 an et demi, 2 ans, mais ça n'a pas marché. Alors les raisons pourquoi ça n'a pas marché, Jean-François en a un petit peu parlé, on verra peut-être, ou dans le débat on en parlera, il y avait une raison, mais moi, sur laquelle je ne vais pas m'arrêter, qui était que le fait qu'effectivement, qu'il y a entre les associations de quartier de la concurrence, mais celle que je retiens, et qui pour moi était une des causes fondamentales, c'est que nous, la Ligue des droits de l'homme, pour les habitants, pour ces associations-là, on n'était pas identifiés en tant qu'acteurs potentiels pouvant agir avec eux. Donc c'est vraiment ce point-là qu'on a essayé d'approfondir et qu'il faut retenir. Donc c'est pour ça qu'on a accueilli avec enthousiasme le projet CQFD, et d'autant plus qu'il nous donne en fait un peu une démarche à suivre, comme ça a été dit, une espèce de méthodologie. Et je retiendrai le premier pas à faire en fait pour nous, pour la section, ce dont on s'est rendu compte avec les militants qui sont engagés dans ce projet-là, c'est la question de déconstruire d'abord la représentation de la Ligue des droits de l'homme auprès des habitants. Lors des rencontres qu'on a pu faire avec les habitants, les associations, les conseils citoyens, j'ai relevé, à chaque fois, je relevais un petit peu les paroles qui étaient données pour expliquer ce qu'était la Ligue des droits de l'homme pour eux. Et ce qui nous revenait souvent, et à plusieurs reprises, c'est « Ah ben oui, vous, la Ligue, vous êtes loin ». Dernièrement, on nous a dit, ben oui, effectivement, la Ligue des droits de l'homme, c'est bien, mais vos bureaux, ils sont à New York, on ne vous connaît pas.
Jean-François a même été lors d'une réunion où tu as été interpellé par une habitante de quartier qui lui a dit « Oui, monsieur, vos paroles, c'est très bien, mais dans vos beaux bureaux de Paris, voilà, je ne vois pas pourquoi vous vous permettez de dire ceci, cela. » Après, il y a des choses qui sont plus difficiles, je vais dire. C'est que quand on était, par exemple, sur des stands, on venait nous voir, on disait bah oui, c'est bien ce que vous faites, mais c'est pas pour nous. Vous défendez des droits et des libertés que nous n'avons pas. Donc nous ne sommes pas concernés par vos combats. Vous parlez d'espace où nous, on n'est rien. Ça, ce sont des propos que j'ai écrits au fur et à mesure que les gens nous parlaient. On veut crier, mais on est étouffé, on n'est pas entendu. La justice, pour nous, elle ne fonctionne pas. Donc c'est pour ça qu'effectivement, le premier pas, je crois que c'est déconstruire avec eux l'image de la Ligue des droits de l'homme. Le second pas, c'est vraiment partir des préoccupations quotidiennes des habitants et non pas, nous, de ce que l'on sait faire. Je donne des exemples, alors je vais en prendre un parce qu'il date d'il n'y a pas très longtemps, où dans le quartier de Bagatelle, avec le groupe Prison de la Ligue des droits de l'homme, on a mené plusieurs actions au sein de la maison des associations de Bagatelle, mais on était sur la thématique de la prison, on était sur la thématique de la peine. Et j'ai pas l'impression que les personnes qu'on avait en face de nous avaient vraiment envie d'être sur ce débat-là. Et c'est vrai qu'on avait plutôt des questions sur oui, mais nous, notre quotidien, c'est ça. Et qu'est-ce que vous nous dites par rapport à notre quotidien? Donc je crois vraiment qu'il faut qu'on parte des préoccupations quotidiennes des habitants, partir de leur ressenti à eux, de leur réalité de quartier, et à partir de là, construire. C'est vrai que voilà, nous on s'est dit, et avec les associations avec lesquelles on travaille, la question qu'on s'est dit, c'est ok, on va d'abord faire un premier temps où on va se dire comment on vit dans ce quartier. On va essayer de répondre à cette question. Et en fonction des réponses que l'on aura, en fonction des questions qui vont émerger, des interrogations, là, effectivement, c'est les noter, les consolider ou pas. Parce qu'on avait, oui, moi, dans mon quartier, il n'y a que des Arabes, donc même les enseignants, ils ne veulent pas venir dans notre quartier. On nous envoie les plus mauvais enseignants, c'est volontaire. Voilà, donc effectivement, consolider les interrogations ou les déconstruire. Et à partir de là, faire des diagnostics, faire des propositions et trouver des formes de mobilisation qui sont à créer. On va pouvoir en discuter, ou alors utiliser des outils qu'on a déjà. Par exemple, les écrits pour la fraternité, ou pourquoi pas des observatoires à monter dans les quartiers sur une thématique bien particulière. Pour terminer donc et répondre à la question, oui, pour moi, le projet CQFD est vraiment un enjeu pour la Ligue à plusieurs reprises. Alors effectivement, comme c'est dit, pour lutter contre les discriminations, comme c'est dit pour rapprocher et faire en sorte que la Ligue soit présente dans ces quartiers. Mais je crois que la parole vraiment qu'il faut qu'on arrive à faire passer dans les quartiers, pour moi, c'est plutôt de dire, ok, la Ligue des droits de l'homme, c'est vous, c'est nous. Et c'est ensemble qu'on va avancer. Et je crois que c'est vraiment là qu'on va pouvoir permettre de faire vivre la citoyenneté. Et là est notre enjeu. Merci. Merci Caroline. Alors, on a essayé de le prendre par un autre bout, un autre axe, qui est la question, c'est, parce qu'on a vu que ça accrochait quand même, que c'était pas évident, et c'est la question, deuxième question qu'on a posée, et toujours avec des idées comme ça de réponse, c'est quel est le principal défi dans le montage de partenariat avec une association de quartier? Ça, c'est pas gagné d'emblée. Donc, alors vous voyez apparaître les éléments de réponse qui apparaissent dans les discours des gens quand on leur pose la question à ceux qui ont participé à ce genre d'expérience. Et c'est aussi une question sur laquelle on a demandé à Olivier Clément du 18e de faire part de son expérience. Voilà.
Oui, bon, de toute façon, je vais en faire écho. Donc, peut-être, je ne sais pas si je vais répondre précisément à toutes les questions, mais déjà au moins de resituer la motivation. Pourquoi, effectivement, il nous a semblé intéressant et important de s'engager dans ce projet. Peut-être juste donner quelques repères sur le 18e arrondissement, pour ceux qui le connaissent ou qui le vivent. Voilà, à peu près 203 000 habitants, et dans les 203 000 habitants, vous avez déjà 9 quartiers qui sont qualifiés de quartiers dits prioritaires ou de veille active. Donc, et sur ces 9 quartiers, ça représente à peu près 40% de la population, donc, et qui couvre globalement 60% du territoire du 18e. Donc forcément, une population qui pour nous, en tant que section, nous semblait assez évident qu'il fallait qu'on ait des relations qu'on a déjà avec plusieurs associations, mais qu'on puisse être beaucoup plus présent dans ces quartiers du fait que la demande existe. Peut-être quand même des caractéristiques que je pense que aussi Jeff a mentionné et que Caroline a cité, beaucoup de caractéristiques quand même qui sont relativement communes entre ces quartiers, qui fait que on se retrouve de fait par rapport à ces demandes et ce que nous on peut aussi apporter. Notamment les indicateurs de forte précarité, ça on les a assez régulièrement, des retards scolaires importants, notamment auprès de la jeunesse. Si je prends le quartier de la Goutte d'Or, c'est à peu près 42% des jeunes, donc le double, 2 fois plus que la moyenne sur Paris, qui sortent sans diplôme. Donc une population jeune, sur le 18e, c'est un tiers à moins de 25 ans, et une grande diversité de nationalités entre autres. Les conséquences que nous on voit dans ces quartiers, effectivement, ce sont des rapports relativement tendus avec les forces de police, donc les forces de sécurité, des problématiques d'accès sur le logement, le mal logement, et une économie qu'on va dire parallèle, développée, mais que je dirais moi plus une économie de survie qui se développe notamment dans ces quartiers. Donc de ça, c'est un peu les constats, mais aussi avec une richesse qui nous semble vraiment intéressante pour la LDH, je dirais de façon globale, c'est que c'est souvent dans ces quartiers-là qu'on trouve une richesse associative relativement forte. Et si je prends le cas de la Goutte d'Or, c'est vrai qu'il y a une densité, un maillage territorial, avec à la fois une densité et une diversité d'associations très présentes sur le terrain. Alors, comme l'a dit Jeff, il y a aussi des associations, on va dire, qui sont là aussi parce qu'il y a des appels à projets qui sont intéressants, mais historiquement, il y a beaucoup d'associations qui sont un peu le dernier rempart, le dernier recours pour les populations, à défaut, quand les services publics un peu font défaut, quoi. Donc, il y avait donc à la fois cette demande sur les thématiques qui sont celles aussi portées par la LDH et donc des partenaires de fait que l'on connaît pour la plupart des partenaires qu'on a pu nous avoir dans le cadre de nos activités. Donc c'est un levier sur lequel nous on souhaitait effectivement s'appuyer et donc ce que je voulais donc quand effectivement la LDH nous a proposé de nous associer à ce projet, il nous a semblé assez évident du fait des constats que j'ai un peu mis en avant, donc on va dire la description un peu sociologique, les problématiques qui sont rencontrées et ce que nous on pouvait apporter, de nous mettre en relation, en tout cas avec une association de quartier que nous on a choisi. Alors peut-être j'y viendrai donc sur le choix du partenariat qui s'appelle SOS Casamance. C'est une association qui est implantée dans la Goutte d'Or, qui a un local. Pour nous, ça semblait aussi intéressant d'avoir aussi une association qui est clairement implantée, connue et reconnue, avec des thématiques qui sont bien sûr proches des nôtres, que ce soit l'accès à la citoyenneté, l'éducation, les thématiques autour de la jeunesse, l'accès au logement, l'aide pour les familles. Cependant, est-ce que ça suffit pour dire que ce sont des critères suffisants pour avoir un choix de partenariat? Donc nous, on a eu 2 activités avec SOS. Effectivement, on a fait une journée de formation avec Jeff et le service juridique avec Isabelle Denise qui est venue effectivement apporter des contributions, notamment à travers le petit livret là, qui vous a été présenté, et s'appuyer sur les outils relativement concrets, donc qui sont les fiches, qui nous semblent être un outil de diffusion intéressant du fait quand même que ça répondait à des demandes relativement précises de la part des populations. Par la suite, on a souhaité faire effectivement un forum, donc vous avez dû voir l'affiche, sur la notion de cogestion, de mixité dans l'espace public, de rapport avec les forces de l'ordre. Donc c'est un peu là, je dirais que on a encore besoin, je dirais, de travailler à la fois des langages qui nous sont communs
entre les uns et les autres, les objectifs que l'on veut se donner entre les uns et les autres, et un peu les finalités. Avec SOS Casamance, de toute façon, il y aura forcément un bilan qui sera fait de cette initiative-là. Du fait, nous, on pouvait aussi être un peu, on va dire, en attente aussi de ce quelle pouvait être notre implication et les retours qu'on pouvait attendre de ce partenariat. Forcément, nous, on y voit la possibilité d'être un acteur de terrain, d'être plus visible, de toucher une population dont on n'a pas forcément l'habitude, comme tu l'as dit Jeff, une population jeune, parce que forcément, on pense aussi renouvellement pour la LDH. Voilà. Mais il y a effectivement, on a été un peu déçus dans la dernière partie du forum qu'on a monté avec SOS Casamance, où on voit bien quand même qu'il y a des écarts, malgré tout, dans la manière d'aborder les sujets. Notamment sur les rapports avec les forces de l'ordre, on aurait souhaité avoir un langage beaucoup plus affirmé, beaucoup plus franc sur ce qu'on pouvait attendre, nous, dans la manière de discuter, de comment on pouvait attendre aussi, quelles pouvaient être les contributions, les retours de la présence policière dans ces quartiers. Bon, ça n'empêche pas que voilà, on va continuer, et on pense que c'est important effectivement que ce projet existe. C'est une porte d'entrée pour la LDH, c'est un moyen d'être acteur de terrain. Je pense que tu l'as dit aussi, Caroline, on a besoin d'être mieux connus, mieux reconnus. Quels sont les apports ? D'autant plus que les attentes sont là, quoi. Il y a des attentes qui sont clairement exprimées. Les familles, notamment avec qui on a pu pas mal collaborer et discuter, il y a des besoins, il y a des attentes qui sont exprimées sur des outils, sur comment si demain je veux effectivement engager un recours sur telle et telle problématique, comment je fais, vers qui je me tourne. Et voilà, donc là on a le sentiment, on a la certitude qu'il y a une place effectivement à prendre, alors pas se substituer. Effectivement, nous, notre posture, c'est de dire SOS Casamance est quand même acteur de terrain, il est sur le quartier, il connaît effectivement le maillage territorial, mais nous, en tant que section, quelle pouvait être notre plus-value dans ce projet-là? C'est effectivement un apport d'expertise, de conseil, et qui nécessite forcément un dialogue qui soit beaucoup plus on va dire plus continu, certainement. Il y a des écarts, voilà. Il y a des écarts de langage qu'il faut arriver, nous, à travailler, à trouver des points de convergence qui fait que ça peut être effectivement une base qui pour la LDH, est intéressant à développer. Donc voilà, donc il y aura un bilan qui sera fait avec l'association. Peut-être, il y a eu une autre association qui s'est rapprochée de nous entre-temps, donc on va voir, qui s'appelle la Salle Saint-Bruno, pour ceux qui la connaissent, qui est une interassociative de la Goutte d'Or. Donc peut-être que c'est par eux qu'il faut passer aussi, sachant que toutes les associations de la Goutte d'Or sont plus ou moins membres de l'interassociative. Voilà, donc en tout cas, c'est quelque chose que je pense que ça vaut le coup de creuser, d'explorer, de s'engager, parce que on voit bien dans les débats que l'on a, on s'interroge comment faire pour que la LDH s'implante plus, se fasse mieux connaître, et donc ça peut être effectivement une manière comme une autre de pouvoir être présent sur le terrain, quoi.